Pourquoi je suis expert comptable ? Dans cette nouvelle saison, notre podcast explore les chemins de vie des acteurs de l'expertise comptable, leur parcours inspirant, leurs études, leur expérience, leurs défis et ce qui les anime au quotidien. Je suis Florian Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite à découvrir ensemble ces histoires uniques qui donnent tout son sens à ce métier. Bonjour Dominique. Bonjour Florian. Je suis ravi de faire ta rencontre aujourd'hui. On va parler de toi. On va faire un petit récap de toute ta vie professionnelle et un petit peu personnelle, si tu veux bien, aujourd'hui. Avec plaisir, mais ça va être long, parce que je ne suis pas tout jeune. Mais je pense qu'elle est riche. Avant qu'on commence, moi, j'ai utilisé l'IA justement pour faire un petit récap de toi. Donc, tu vas me dire si elle ne s'est pas trompée. Alors, elle m'a dit profession Dominique, expert comptable et commissaire aux comptes depuis 1994. Exact. Position actuelle associée au sein du cabinet Afigec, président du groupement FIDunion, président du comité technologique du Conseil supérieur sur la mandature 2017-2020, nommé rapporteur du congrès de l'ordre 3 fois, 2015, 2019, 2023. Son engagement continu dans la profession et son expertise en matière de digitalisation des entreprises font de lui une figure influente dans le domaine de l'expertise comptable en France. Récemment, Dominique Perrier fut nommé responsable grand projet numérique du Conseil national. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu pompeux, mais c'est pas mal. Ouais. Il faut. Ce podcast est propulsé par Penny Lane, la plateforme tout en un qui révolutionne le quotidien des experts comptables. Imaginez, plus de saisies manuelles fastidieuses, une collaboration fluide avec vos clients et toute votre production comptable centralisée sur une seule interface intelligente. Le résultat ? Un gain de temps considérable pour développer vos missions de conseil. Plus de 3500 cabinets ont déjà fait le grand saut vers plus de productivité. Rejoignez le mouvement sur pennylane.com. Donc là, on va parler de ton passé jusqu'à l'obtention du diplôme, comment tu as géré ça, ta partie présente et un petit peu de ton futur. Ok. Allez, sur le passé, à quel moment tu as voulu devenir expert comptable ? Raconte-nous. Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a eu un moment où j'ai voulu devenir expert comptable ? J'ai commencé en job d'été, en fait, et j'ai travaillé 1 mois ou 2 mois dans le cabinet, déjà celui-là. Et là, j'ai compris ce qu'était la compta, mais je ne me suis pas dit en sortant, c'est bon, je vais faire ça. C'est quand tu avais le bac ? Non, c'était avant, c'était 16-17. 16-17 ? Dans le job d'été. Et alors là, pour le coup, c'était tout papier, il n'y avait pas d'IA. C'était assez drôle. C'est pas là où je me suis dit que j'allais devenir expert comptable. Par contre, ça m'a envoyé, j'allais dire, sur la filière. J'étais assez matheux. Ça m'a envoyé sur la filière chiffres. Et je me suis dit, allons-y, prenons la branche expertise comptable. J'ai eu la chance d'avoir des parents commerçants, donc je le voyais, l'expert comptable. Je savais ce qu'il faisait, ce qu'il leur apportait. C'est peut-être de là que ça s'est déclenché, mais il n'y a pas eu une étincelle un jour qui dit il faut faire ça, c'est top. En fait, ça s'est plutôt creusé et c'est un projet. Oui, en fait, j'ai géré comme un projet. J'ai appris, puis arrivé sorti de l'école, sorti du master, quand j'ai fini mes études, j'ai pris le stage et de là, je dis bon allez, j'y vais, je vais au bout. Mais non, il n'y a pas eu comme pour certains, j'entendais sur mon podcast, hop, ce jour-là, c'est bon, je serai expert comptable. Non, ça s'est fait au fil de l'eau. Ce qui était certain, c'est que je voulais bosser. C'est là où c'est marrant, avec la petite histoire me concernant que tu as racontée. En 3e, au collège, il y avait une question, vous voulez faire quoi de votre avenir ? J'avais aucune idée de ce que je voulais faire, j'avais simplement dit, j'aimerais bosser dans l'informatique. Lien de cause à effet, j'en sais rien. Mais j'ai toujours, même dans la compta, j'ai toujours bossé sur le digital et l'informatique. Donc, non, pas d'étincelle. En revanche, plus j'avançais dans les études et plus j'avançais dans le stage, plus je me disais que c'était vraiment fait pour moi, il fallait que j'y aille. Il y avait peut-être une relation entre l'informatique, le fait de taper, coder, et un peu, tu vois, les chiffres ? Ouais, peut-être. Il y avait aussi le côté découverte. J'aimais beaucoup... parce que mon grand âge fait que quand on était gamin, c'était vraiment les débuts de l'informatique. Et je me disais, mais on va faire des trucs de dingue avec ça. C'est peut-être ça qui a voulu que j'avance. Non, codage, non, parce que j'avais pas cette envie-là. En fait, c'était plutôt l'utilisation et ce qu'on en ferait. Mais de dire, je vais être codeur, non, ça, c'était pas ça. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette filière, du coup ? Je dis travailler en milieu de l'entreprise, parce que je savais ce que c'était. Ce qui n'est pas simple quand on est gamin de savoir ce qu'est une entreprise. Oui. Mais j'avais la prétention de dire que je sais, parce que mes parents étaient commerçants, je voyais l'expert comptable régulièrement. Et l'environnement professionnel de mes parents était forcément des entrepreneurs. Donc ça m'intéressait. Le deuxième élément, entrepreneur et indépendant. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup aussi. Et j'allais dire être mon propre patron, même si aujourd'hui, je suis dans une structure assez enfin pas importante, mais on est assez nombreux. Il n'empêche que la prise de décision, c'est en commun et on travaille ensemble. Il n'y a pas 50 mecs au-dessus de moi en train de me dire ce que je vais faire. Et j'ai jamais eu ça. On le dira peut-être après. Mais ça t'aurait bloqué ? J'ai démarré ma carrière chez un big. J'ai fait 1 mois et demi, je suis sorti.
Ah, c'était Ouais, rapide. mais volontairement, hein, non, j'ai dit je ferai D'accord, pas ouais. ça parce qu'en fait, il y a trop De strat. de strates, merci, pour discuter avec la personne qui, à mon sens, était importante parce que c'est elle qui avait la relation client. Et ça m'a dérangé tout de suite. Donc j'ai préféré démarrer dans une structure plus petite. Bon, l'histoire fait que maintenant, on n'est pas un big, c'est pas la question, mais on est un peu plus gros. Et on a créé des strates, malheureusement, pour les gens qui sont en dessous de nous, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mais j'essaye toujours d'être. Alors on dit toujours, ma porte est toujours ouverte. Ça, c'est vrai et pas vrai. Mais quand les collaborateurs veulent me voir, je suis toujours là pour en discuter avec eux. C'est pas un sujet, ça. Après aussi d'avoir vu tes parents dans le monde commercial aussi, Ouais, commerçant, absolument. ça a une relation peut-être différente du travail. Oui, la relation est différente au travail. 35 heures, on ne connaît pas, c'est pas le sujet, mais c'est vraiment relation client, créativité et avoir un esprit entrepreneur pour avancer dans une activité et dans un métier et un parcours de vie qui est plutôt. Tu en as fait une partie tout à l'heure quand tu l'as nommé, j'ai préparé le podcast quand même, j'ai regardé tout ce que j'avais fait, je me dis c'est pas mal, Bah oui. sans être prétentieux ni rien, mais c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous décrire les principales étapes de la formation que tu as eue, donc à partir de ton bac jusqu'au diplôme? T'es passé par où? Alors, je suis passé par. Donc, j'ai fait un bac C qui m'a été refusé, donc j'ai fait un bac D à l'époque. Euh, et après, j'ai fait un DUT, GEA. D'accord, Ensuite, j'ai fait la MSTCF à l'IE de Caen, d'accord. qui à l'époque était une belle MSTCF. Je ne sais pas ce qu'elle vaut aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une bonne. Et à la sortie de la MSTCF, je suis rentré stagiaire tout de suite. Et puisqu'on avait les équivalences. Et du coup, je suis devenu stagiaire tout de suite et on est parti pour 3 ans de stage, à bosser, à réfléchir au mémoire et puis et passer le deck. Déjà, cette première partie au niveau universitaire, est-ce que c'était difficile, les épreuves, à gérer ce côté un peu technique qu'il faut apprendre, tu vois? Je l'ai découvert pour moi, mais je l'avais déjà vu autour de moi et je le vois encore aujourd'hui. Quand on fait des études et qu'on n'aime pas ce qu'on fait, c'est compliqué et c'est dur. Quand on a trouvé sa voie, j'avais la prétention de l'avoir fait, j'ai pas eu de mal à travailler. Moi, j'avais besoin de travailler beaucoup, par contre, ça c'est clair, je suis un grand besogneux. Donc, je travaillais beaucoup, mais en travaillant, ben, j'avais les résultats qui étaient là, donc c'est pas gênant. Mais ça te plaisait en fait, c'est pour ça. Ouais, c'est ça en fait, à trouver les matières qui t'intéressent. Tu vois où tu vas aller, donc même s'il faut bosser tard le soir, ben, c'est pas grave parce qu'en fait, ça va dans ton projet et ça m'a jamais peiné plus que ça. On le remarque souvent chez les étudiants, ils ont du mal avec toute la partie droit, tu vois, droit des sociétés, droit des affaires, parce qu'il faut apprendre par cœur. Bah, alors, faut apprendre par cœur, mais venant d'un bac scientifique, en fait, on a des méthodes de travail et j'ai réussi à les mettre. Je considère que le droit, c'est comme des maths, moi. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais tu as une théorie et tu l'appliques. Et bien, une fois que tu as compris ça, et pour apprendre le droit, c'est comme ça que j'ai fait. Alors oui, tu as du bachotage, c'est évident. Mais une fois que tu l'as engrangé, que tu l'as mémorisé, ça se déploie assez facilement. Donc oui, il y a un peu de boulot, oui. Oui, mais c'est. Je travaillais avec un gars en MSTCF, c'est un copain. On travaille tous les deux ensemble. Il est à Caen, il est passé par un grand câble, s'est installé à Caen, lui il est resté en Normandie. Euh, Lui, il n'avait pas besoin de beaucoup travailler. Il avait une mémoire de dingue, il lisait les cours, c'était réglé. Moi, il fallait que je les bosse, que je les bosse, que je les bosse. Mais on finissait tous les deux la veille ou l'avant-veille des épreuves, on s'interrogeait tous les deux. Je lui disais, mais c'est dégueulasse, toi, t'as pas besoin de travailler. Il dit, ouais, mais c'est comme ça. Et en fait, on arrivait à échanger. Et moi, ça me permettait de valider que tout ce que j'avais appris, je le maîtrisais pour aller à l'épreuve. Donc, c'était plutôt pas mal. Ce qui est important dans les études, c'est de se connaître. Comment j'apprends, quelle est ma. Alors, je connais pas toutes les mémoires. Il y a une mémoire visuelle, une mémoire scripturale, mémoire je sais pas quoi. Moi, je sais qu'à l'époque, il fallait que j'écrive pour mémoriser les choses. Et ben, j'ai tartiné des lignes et des lignes. Et c'est comme ça que j'ai appris. Après, c'est pas grave, le résultat est là. Donc, Voilà, il faut garder son cap. exactement. On va aller sur la partie du deck. Alors, quels ont été les principaux défis académiques ou personnels que vous avez été confrontés durant cette préparation de deck? Défi, c'est d'aller au bout. Ça, c'est clair. Après, pendant les 3 ans, pendant la rédaction du mémoire, j'ai eu le sentiment que, je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui, mais les cours et les journées qu'on avait à l'ordre étaient pour moi très bénéfiques. Les maîtres de stage qu'on avait, pour avoir discuté avec le mien plusieurs fois, nous avaient dit, vous allez voir, ça va être compliqué, machin, il fallait y passer du temps et tout. Mais le mec nous avait tracé un cadre qui était vachement intéressant. Tu sais que tu vas te manger 600 heures, et ben mais tu le sais. Donc à toi de t'organiser pour le passer. Et une fois que tu t'es organisé, alors ils nous avaient dit ça va vous prendre 600 heures, ayez tout. Alors on n'avait pas d'ordinateur tout le temps avec nous à l'époque, ni de téléphone, mais ayez toujours avec vous un petit bloc papier pour noter tout ce qui vous passe par la tête. Et puis ça a été un phénomène super intéressant pour moi. Et puis après, une fois que tu as trouvé
ton mémoire et le titre, là, je sais plus, j'avais passé 1 heure ou 2 heures avec lui à discuter, échanger dessus. L'apport a été phénoménal. Et de là, ça s'est déroulé. Non, le vrai défi, c'était plutôt un stress. Quand j'ai eu ma notice, je ne sais plus ce que j'avais eu comme note, mais j'avais rien à modifier, donc c'était parfait. J'avais tout collecté, j'avais prévenu les associés de l'époque. Le jour où j'ai la notice, j'arrête pendant 1 mois et demi. D'accord. On s'était mis d'accord, j'ai fini mon job, c'était facile, c'était juillet-août. Donc, Voilà, t'es pas en période fiscale. non, je l'avais fait pour pas être en période fiscale, justement. Et j'avais dit, je prendrai un mois et demi pour rédiger, pour être tranquille. Donc, il m'a dit, OK. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire avant de partir. Je me suis installé chez moi et on y va. Tu tapes. Et gros stress, le 20 août ou le 21 août, je ne sais plus. L'ordi sur lequel je bossais tombe en rade. C'était la belle époque, il n'y avait pas de ça, il n'y a rien de tout ça. Donc, il tombe en rade. C'est pas grave, j'avais une sauvegarde de la veille. Donc, tu te dis, il te reste la journée à revoir. Donc, tu le reprépares. Sauf que je mets la première disquette. Elle démarre pas. La deuxième, elle démarre pas. Je dis, putain, donc je reviens au bureau, je teste, ça marchait pas. Et donc, j'ai appelé le fournisseur et tout. On a passé J'explique mon cas au mec. J'ai écouté, c'est un drame pour moi parce que je dois déposer mon mémoire dans 3 jours. Et là, j'ai tout perdu. On va faire de la bulle. C'est un mec de chez Dell à l'époque. Et le mec me dit, j'ai bien compris le problème. Je bosse toute la nuit s'il faut. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a bossé comme un cinglé. Le lendemain matin, je rallume l'ordi. Ça marchait nickel. J'ai pu tout terminer. Je peux dire que la nuit, elle était quand même compliquée. Est-ce que tu te dis, si ça marche pas, j'aurais pas le temps de le refaire. Ouais. Donc voilà, c'était pas un défi, c'était un stress plutôt, tu vois. C'est un bon stress, ça, disons, ouais. Alors bon, je sais pas, mais c'est un vrai stress. Et comment ça s'est passé pendant ces 3 ans? Parce que quand même, tu travailles, en même temps, tu vas faire un petit peu à l'ordre les journées. Enfin, tu es sorti du monde universitaire, tu travailles comme tout le monde, mais tu prépares un diplôme. Ouais, alors j'ai pas le souvenir que ça m'ait pénalisé plus que ça. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est le propre de la profession. On bosse beaucoup, on le sait. Mais je sais que les week-ends, pendant 6-8 mois, c'était plié. Je faisais que ça. Et je compensais ce que je ne pouvais pas faire dans la semaine. Mais je travaillais vraiment le mémoire et les épreuves pendant le week-end. Bah, tu aurais peut-être envie de faire autre chose les week-ends aussi. Ouais, j'avais envie, mais à un moment donné, je m'étais fixé pour objectif de l'avoir. Donc tu vas au bout et puis tu en profiteras après. Et depuis, on en profite. Donc voilà, c'est pas grave. Passer le diplôme n'est pas une fin en soi, si je peux l'exprimer autrement. Ça n'est qu'une étape dans notre carrière et moi je l'ai vécu comme ça. Donc oui, pendant la première année, tu n'es quand même pas trop stressé, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas trop de journées, donc ça va. Globalement, il y a 18-24 mois qui sont un peu plus compliqués. Bah, tu le sais, hein, on te ment pas, on te l'a dit au début, on te dit que ça va être compliqué, tu le fais, et puis une fois que tu sors et que tu as la chance ou la capacité d'avoir le diplôme, tu l'as, ben, super. Tu arroses ça un bon coup, puis tu repars au boulot. Non, pour moi, c'est pas quelque chose qui m'a peiné, ça c'est clair. Ça m'a pas empêché de vivre ma vie. J'ai la chance d'avoir mon épouse qui était au courant que de toute façon pendant 6 mois les week-ends c'était plié. Ça marcherait pas, donc ça a bien tenu. On n'avait pas d'enfants à l'époque, donc c'était pas mal. Ça aurait sûrement été plus compliqué avec les enfants, ça c'est clair. Mais est-ce que tu as eu des moments quand même de doute pendant ces 3 ans? Parce que tu as sûrement dû prendre plus de responsabilités aussi au cabinet en même temps. Ouais. De doute, oui, il y en a tout le temps. Tant que tu n'as pas le résultat, de toute façon, tu as des doutes tout le temps. On va se dire les choses. Après, sur le mémoire, quand tu le fais relire et que quand tu commences à bien avancer dessus, que tu le fais relire par ton environnement, par 2-3 personnes, dont des confrères, soit des associés, soit des gens avec qui tu as bossé, qui te disent ça devra aller, il y a peut-être ça à revoir, ça. Tu dis, bon, je ne dois pas être sur le mauvais chemin, ça doit aller. Après, c'est plus les épreuves. Tu dis, ben, ça reste un examen, donc il y a une partie de chance, entre guillemets, qui fait que tu peux l'avoir ou pas l'avoir. Globalement, je crois que c'est comme tout, si on s'en donne les moyens, et on n'est pas là par hasard. Donc, si tu as ton premier niveau, tu as le DSCG, tu es stagiaire, tu fais tes rapports comme il faut, tu suis tes journées, et tu travailles pour l'avoir, il n'y a pas de raison de ne pas l'avoir. Est-ce que tu peux nous donner ta méthode ou ta stratégie que tu as fait pour préparer justement ces épreuves et préparer ton mémoire? Tu avais une organisation spécifique? Ouais. Je me suis amusé à refaire toutes les épreuves du DEG des 4 ou 5 dernières années, je crois, un truc comme ça. Ouais, mais tu il fait es le week-end, donc bachotage, donc ça, je l'ai fait. Et le mémoire, entre l'écrire et l'apprendre par cœur et préparer la soutenance, oui, j'ai passé un temps dingue. J'ai fait, à l'époque, j'avais demandé aux associés si je pouvais faire une simulation d'entretien de soutenance de mémoire, comme ça se fait encore. Hein. Oui, ça se fait. Ouais. Et s'il y a un conseil à donner, celui-là, c'est un bon conseil, parce que
on le disait avant de démarrer, je suis plutôt timide et je fais attention à ce que je fais, mais quand je suis lancé, j'aime bien m'amuser. Et quand je suis arrivé pour faire cette fameuse soutenance du mémoire, c'était 1 mois et demi avant l'épreuve. Donc tu arrives un peu les mains dans les poches. Tu sais que c'est une simulation. Et au bout de 5 minutes, le faux contrôleur ou faux examinateur m'a dit, mais vous allez arrêter de faire le con. Moi, je vous mets en situation réelle, donc on recommence depuis le début et vous allez le faire sérieusement. Eh ben, je peux te dire que là, tu le prépares. Tu rentres chez toi, tu dis, ok, j'ai compris, j'ai encore des trucs à apprendre avant d'y aller. Donc, tu te prépares et tu fais ce qu'il faut. Mais c'est comme un examen. Donc, en fait, il faut bachoter et maîtriser le sujet vers lequel on va. Parce que si on prend un mémoire et qu'on ne maîtrise pas le sujet, je dis pas que je maîtrisais tout, mais tout ce que j'ai écrit dedans, je le connaissais, je le maîtrisais. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton mémoire? Tu te rappelles du titre? Ah ouais. C'était outils de gestion comptable, fiscale, sociale dans le cadre d'une agence de voyage. Truc qui ne sert plus à rien aujourd'hui parce qu'il n'y en a plus. Parce qu'à l'époque, on avait quelques gros tours opérateurs en clients et beaucoup d'agences de voyage. Donc, tout ça, 2001, 2002, 2003, ça s'est terminé rapidement. Donc j'ai un beau mémoire qui ne sert plus à grand-chose aujourd'hui. Si j'ai encore un tour opérateur en commissariat aux comptes. Et là, l'idée, c'était de faire un manuel pour les confrères, enfin à l'époque pour mes futurs confrères, pour savoir gérer et tenir une comptabilité d'agent de voyage, parce que c'est une comptabilité particulière. Parce qu'en fait, tu ne travailles pas en achat-revente, tu achètes un produit au prix fort, tu le revends au prix fort, tu dégages la commission, enfin des choses comme ça. Donc j'avais fait une espèce de guide, compta, social et juridique. Et j'étais plutôt content de moi pour le coup. Et pendant la soutenance, dans le lot des examinateurs, il y en avait un qui avait bien lu mon mémoire, avait les bonnes questions, et là, heureusement que je l'avais bien préparé. Parce que des fois, tu peux tomber sur des personnes qui ont peut-être moins d'appétence, qu'on manque un petit peu d'examinateurs, et d'autres où le pur technique est là, il peut venir te chercher. Et là, il vient te chercher juste sur ce qu'il fallait prévoir, donc ça allait. On avait quand même la chance. Et à l'époque, j'ai rencontré des gens. Il y a un problème de TVA dans les agences de voyage tour opérateur. Il y a un problème aussi sur ce qu'on appelait l'organique à l'époque, c'est l'équivalent de la CVAE aujourd'hui ou la C3S. Et en fonction de l'analyse de la directive, on ne déclarait pas les mêmes choses. Et j'étais allé voir un des grands pontes de la fiscalité française qu'un de mes associés m'avait fait rencontrer. Et là, on en parlait tout à l'heure. Ce métier-là nous permet aussi de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas dans la vraie vie, j'allais dire. Parce que ce monsieur-là, il n'y a pas de raison que je le rencontre, sauf parce que j'ai fait mon mémoire. Et le mec a été adorable, il m'a reçu 2 heures. On a discuté de tous les sujets. Il m'a dit ça, vous pouvez le prendre comme ça non, ça oui. En m'ouvrant sur des sujets, en disant ça, au niveau de l'Europe, on est en train de parler de ça. Peut-être que ça va sauter ou pas. Enfin, super intéressant. T'en es fier de ce mémoire? Oh, fier, c'est peut-être pas le mot. Faut pas exagérer, c'est pas non plus une œuvre d'art. Mais ça t'a fait grandir sur la façon, par exemple, d'écrire, de faire des recherches? Ah oui. Oui, parce que moi, j'étais un très mauvais... j'étais pas du tout littéraire. Donc, maths, ça allait bien, mais alors tout ce qui était littérature, écriture, c'était pas mon truc. Ça m'a obligé à me forcer à écrire, pour être très clair. Et là, pour le coup, c'était bien. Parce que ça facilite aussi après la vie pour rédiger un rapport ou rédiger une note à un client. C'est quand même un élément important à mon sens. Alors c'est qu'avec l'IA, ça va peut-être changer. Mais ça n'empêche que faire passer nos sentiments dans l'écriture, c'est un peu pompeux ce que je dis, mais quand tu veux faire passer une vision ou quelque chose à quelqu'un, c'est aussi la façon dont tu l'écris avant de le dire. Donc ça m'a bien aidé. Ouais. Les épreuves écrites, comment ça s'est passé? Bachotage aussi ou... Bachotage, j'ai le souvenir d'arriver... à Arcueil avec mes valises et tous les mémoires, tous les mementos dans les poches. Mais les écrits, vraiment une épreuve. Ouais. Ça, par contre, c'était compliqué. Long, parce que 6 heures, c'est quand même pas simple. Après, bon, j'ai la chance cette année-là de tomber sur des sujets que j'avais déjà travaillé, donc ça a été. Voilà, faut bien préparer, quoi. C'est comme le bac à un autre niveau, ça se prépare. On n'y va pas les mains dans les poches. Pendant cette période, alors, comment tu as géré le stage, le métier et ta vie personnelle? J'allais dire les trois en même temps ou les trois en parallèle. En fait, j'ai pas eu de difficulté à faire comprendre à mon environnement personnel que j'aurais des périodes compliquées. Et sur les 3-4 ans qui venaient, ça allait être vraiment... Il y a des week-ends où je n'allais pas être là, il y a des trucs où je serais obligé d'être absent. Pour les points importants, j'avais calé les dates, et ce que je fais toujours d'ailleurs. Il y a des choses où je ne peux pas aller parce qu'à un moment donné, tu t'organises, mais il y a des dates que j'avais bien calées et où j'étais présent, mais sinon je n'étais pas là. Après, sur le stage, le diplôme et la formation, tout ça, c'était le week-end, forcément. Et après, sur le boulot et les journées, j'ai pas eu le sentiment de... Alors, j'ai peut-être eu la chance que le cabinet a toujours été favorable à la formation des étudiants.
et des stagiaires et des futurs diplômés. Et donc, on laisse le temps qu'il faut. Même s'il y a un job à faire, en fait, du moment que le job est fait, après, c'est pas très grave. Et on répartit sur les gens quand il y a besoin. Mais ça n'a pas été une épreuve. J'ai pas l'impression d'avoir bossé 15 heures par jour et rajouté la nuit pour faire le mémoire. Et non, je trouve que alors maintenant, c'est loin, donc c'est peut-être pour ça. Mais T'as pas eu des moments durs, on va dire, en période fiscale? Tu t'es dit, oula, bon, on révisera plus tard, parce que là, ça passera pas. non, parce qu'en fait, j'essayais de saucissonner les choses. Je savais que pendant la période fiscale, ce serait compliqué. Donc pendant 3 mois et demi, ben, je mettais de côté les révisions et le mémoire et les rapports. Et je me rattrapais après. La seule chose où je faisais attention, c'était de ne pas prendre de retard sur les petits rapports. Ça, je me suis toujours organisé parce que sinon, c'est la galère. Donc ça, j'ai réussi à le caler. Et après, j'étais plutôt, c'est-à-dire mai-décembre sur le mémoire et la préparation aux examens. Et là, pendant la saison fiscale, non, bah, je mettais les choses de côté. Mais ça m'a pas. Faudrait que j'en parlais dans mon environnement personnel, savoir comment ils ont vécu les choses, je sais pas. Mais c'était déjà clair un petit peu. Ah, ça a été clair dès le premier jour. Je me lance dans ce métier-là, donc voilà comment ça va se passer. Donc ça, c'est important aussi avec la famille de. Faut être transparent. Faut être transparent parce qu'il faut quelqu'un qui accepte l'absence régulière. Pour les enfants, c'est la même chose. Quand on commence à avoir des enfants, leur faire comprendre pourquoi on est là, pourquoi on n'est pas là. Alors après, ils t'en veulent, entre guillemets, plus ou moins. Mais ils comprennent. Après, ils te disent, je ferai pas ton métier, tu bosses trop. On fait au mieux. Ouais, mais ça, c'est pas grave parce qu'en fait, j'en ai 2 sur 3 qui travaillent aujourd'hui. Et quand je vois comment ils travaillent aujourd'hui, je me dis, ils sont drôles. Et je leur ai dit à ma fille, ils disaient, quand tu es passionné par ce que tu fais, ben, elle me dit, bah ouais, et en fait, elle est ingénieure chimiste sans rien à voir. Et elle bosse quand il y a besoin aussi. Donc, c'est marrant. Faut laisser le temps de mûrir. Mais ouais, il faut grandir un peu. Donc ça y est, tu as eu ce diplôme d'expert comptable. Champagne. Là, on a bu le champagne pendant je sais pas combien de semaines. Ah, ça, par contre, ouais, ça, c'est un souvenir dont je me souviens. J'ai fait le tour. À l'époque, on avait 4 ou 5 bureaux, je sais plus. Ah oui. J'ai fait le tour de tous les bureaux. J'avais une caisse de champagne dans la voiture. Comme quoi, tu l'étais, ça me revient maintenant, c'était quand même c'était le début d'autre chose. Et ça a dû être quand même chaud et compliqué. Mais je m'en souviens pas. Parce que quand je l'ai eu, je passe sur tous les sites et on va l'arroser parce qu'il est hors de question qu'on ne l'arrose pas. Parce que j'ai dû être pénible avec les collabs, j'imagine, pendant la période. Et tu le vois, ça a quand même été important pour que tu le fasses autant. C'est Ah oui, clairement. libération. Ouais. Bah, toujours à l'époque, je parle comme un vieux con. T'avais pas les résultats sur le Minitel ni Internet, il n'y avait rien de tout ça. Donc, il fallait attendre dans ta boîte aux lettres que le courrier revienne. Et je savais que j'ai plus la date précise, mais que c'était une semaine où j'étais en vacances. Donc, la réponse au deck était dans ma boîte aux lettres et on était à la montagne. On devait être à Montgenèvre, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. J'ai pris la voiture et j'ai dit, vous me laissez conduire, on rentre. Et on est remonté en une traite, raisonnablement, mais à une traite pour voir. Et là, ça a été la fête, oui. Ah ouais, ça c'est une belle étape. Donc ça y est, t'as le deck. Quelle était l'opportunité professionnelle qui s'est ouverte après l'obtention? Alors je me suis posé quand même la question, est-ce que je m'installe tout seul ou pas à l'époque? Et j'avais rappelé justement le copain dont je parlais tout à l'heure avec qui j'ai travaillé en maîtrise. Et on a eu une soirée tous les deux au téléphone. Puis on a raccroché, je dis ok c'est bon, je reste où je suis, parce que je voyais bien où j'allais avec le cabinet. T'étais déjà à Paris là? J'étais déjà à Paris, j'étais déjà dans ce cabinet-là, donc je voyais très bien l'avenir qui m'était réservé, entre guillemets. T'avais eu une proposition d'association? Oui, j'avais une proposition déjà d'association, donc ça a été quand même assez sympa. La proposition, je l'avais même avant dans le diplôme, donc j'étais déjà associé avant dans le diplôme, mais je m'étais posé quand même la question, est-ce que je vais quand même pas aller voir ailleurs? Et en fait, non, j'ai pas eu envie d'aller voir ailleurs. Et je regrette pas, parce qu'on a une évolution sur le cabinet et le groupe aujourd'hui qui est plutôt agréable. À l'époque, vous étiez combien au niveau de la taille pour que on se rende compte? C'était un petit cabinet, 10 salariés, on va dire? Non, on devait déjà être c'était en 94, tu disais tout à l'heure, on devait être entre 30 et 50. Donc c'est déjà une bonne structure. Ça commençait déjà à être... il y avait 3 associés, et on est rentré à 3 à 2 ans d'intervalle. D'accord. Ouais. Dont 2 sortent en retraite, là, dans 6 mois et 1 an et demi. Du coup, tu t'es dit, bon, ex nihilo, peut-être repartir à zéro, refaire... C'était ça, en fait. La vraie question, c'est repartir à zéro, avec un environnement personnel différent. Je me suis dit, non, à un moment donné, il faut être raisonnable, entre guillemets. Et puis, la vision du cabinet, à l'époque, était déjà assez intéressante. Et je me voyais bien dedans, et je voyais bien où on pouvait aller ensemble. Donc, du coup, je suis resté, je ne regrette pas. La question plutôt, peut-être, c'est de se dire,
Est-ce que tu as préféré cette casquette un petit peu technicien informatique et gérer directement le client que repartir ex nihilo en chef d'entreprise où je vais devoir tout faire, mais j'aurais pas mes amours de comptable, tu vois. Je me suis pas posé la question comme ça, mais il y a peut-être un peu de ça, ouais. Il y a peut-être un peu de ça. Là, j'avais déjà en responsabilité là ici du groupe, on était moins nombreux, mais je l'avais déjà en charge. J'avais déjà des clients, dont ceux pour qui je travaillais pour mon mémoire, les fameux agents de voyage, tour opérateurs. Il y avait des beaux dossiers, donc et repartir ex nihilo tout seul, tu te dis. Puis ça faisait que 4 ans que j'étais à Paris. Je suis quand même pas le réseau de dingue, donc tu vas te retrouver à traiter du petit dossier, même si c'est intéressant d'en avoir, c'est pas ça le sujet, hein. Mais c'est pas la même approche. Pas la même approche, pas le même métier. Et puis là, j'avais une possibilité de monter, associer tout de suite, changer de bureau. À l'époque, j'ai travaillé avec le fondateur du cabinet en bras droit, donc j'ai tout de suite eu le transfert de management et de direction du cabinet, donc c'était plutôt intéressant. Et ouais, non, non, c'était Ça t'a pas fait peur le management, par exemple? peur, non. Non, non, le mot peur n'est pas le bon. J'allais vers quelque chose que je ne connaissais pas. Et je suis d'un naturel assez curieux, ça m'a plutôt motivé. Et puis bah, tu prends des cours et tu apprends avec les pairs, et puis tu avances, et puis après tu as plus ou moins d'appétence quand même pour certains sujets. Mais là, non, non, ça a été. Moi, tu te prends 2, 3 claques quand il faut, mais tu apprends. Tu apprends et tu grandis. Sur ta carrière, est-ce que l'obtention du DEC t'a quand même influencé sur ta trajectoire? Ou est-ce que tu aurais pu faire des métiers à peu près de la même typologie, même niveau? Je crois pas, non. Je crois pas. On a la chance d'avoir un diplôme qui est, tout le monde le dit, et je partage, c'est un vrai ascenseur social. Je pense pas que j'aurais pu être dans les mêmes sphères que ce que je fais aujourd'hui si j'avais été dans d'autres environnements, parce qu'en fait, je ne sors pas d'une école d'ingénieur, je ne sors pas d'une grande école de commerce. Donc en fait, le réseau est totalement différent, donc je suis pas certain que j'aurais la chance. T'aurais fait quoi, du coup? J'en sais rien. J'en sais rien ce que j'aurais fait. Non, non, je me suis jamais posé la question, tiens. J'aurais fait quoi? Je sais pas. Si je devais le refaire dans l'autre sens, je referais la même. Par contre, ça, c'est sûr. Ouais, je changerais pas. Est-ce que il y a des personnes ou des événements clés qui t'ont inspiré dans ton parcours? Le fondateur du cabinet, c'est clair. Certains professionnels élus avec qui j'ai eu la chance de travailler. Ils sont trop nombreux, donc je ne veux pas les nommer. Mais non, non, mais il y a pas mal de gens qu'on rencontre. Des personnes marquantes ou des choses où tu as fait waouh, quand même, j'ai appris. J'ai appris. Clairement, le fondateur du cabinet, c'est vraiment avec lui que j'ai appris. Qu'est-ce qui t'a apporté D'avoir une vision, ce qui n'est pas facile à mettre en place, de connaître ses limites et accepter que tout le monde n'est pas comme soi et arrêter de travailler sur ne jamais prendre l'humain en globalité. Je vais m'exprimer ça. Tu travailles avec des équipes, des collaborateurs, des associés. Tout le monde a du bon dans tout. Mais tout le monde a du mauvais aussi. Et en fait, il faut travailler que sur le bon. Et quand tu as une équipe de collaborateurs, et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, sur toutes les personnes qui bossent avec moi, j'essaye de puiser que dans ce qui est positif. Par contre, j'essaye et je les dirige dans les sujets qui vont pas, parce qu'à un moment donné, il faut aussi les faire avancer ou discuter sur ce qui ne va pas. Mais je vais plutôt favoriser ce qui est positif pour avancer. Et pas me focaliser sur un tel, il est comme ça, on va jamais y arriver. Je sais pas. On va regarder ce qu'il y a de bon et on verra si on peut le faire grandir et avancer ensemble. Mais Ça va te demander sacré boulot. ça demande du temps. Mais quelle satisfaction quand ça marche. Ah bah je veux bien croire ça, oui. Quels ont été les plus grands défis que tu as dû surmonter et qu'est-ce que tu en as appris de cette expérience-là? On en parlait ce week-end ou le week-end dernier. Ce week-end avec mon épouse et des amis. Parce que j'ai un âge qui fait qu'on commence à se dire qu'on a plus d'histoire derrière que devant, mais ça, c'est pas grave. Et on me dit, ouais, mais t'arrives à un âge où est-ce que ça te fait peur? Celui-là, non. Celui qui m'a le plus fait peur, c'est quand j'ai eu mes 30 ans. Je venais d'être diplômé, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça faisait 2 ans que j'étais diplômé, mais j'avais ça. Je suis devenu associé la même année et je suis devenu papa la même année. Là, je peux te dire que les défis, tu les prends dans la tronche. Et là, j'ai du mal à passer les 30 piges, ça, c'est clair. Vraiment du mal. Parce que le diplôme, à l'époque, c'était une fin en soi. Avoir un gamin avec mon épouse, c'était aussi la création de la famille. Donc, tout ça, c'était que des fins de certains sujets. Et en fait, ce que je me dis, mais attends, tout est en train de s'ouvrir. Et le compliqué arrive maintenant. Tout va se mettre en place. Et c'est là où il va falloir faire attention. Parce qu'avant, tu apprends, tu recraches entre guillemets ce que tu as appris et tu prouves que tu es capable de le faire. Mais là, c'est pas la même chose. Il y a plus le juge de paix, c'est toi et tes clients et tes collaborateurs. Donc il va falloir, et ta femme et tes enfants. Donc en fait, tout ça, ça pour le coup, c'est un vrai défi. Ça n'a pas été. Tu l'as vu comment? Comme une grosse vague qui arrive?
Ou comment on va faire? Je l'ai vu comme une grosse vague qui arrive, mais pas en face de moi, qui vient derrière, sur laquelle je dois surfer pour avancer. Je l'ai plus pris, tu vois, comme un truc comme ça. Je sais pas faire de surf, hein. Mais et je me suis dit, mais il faut que je prenne le truc. Faut prendre le train en marche. On y va et on emmène tout le monde pour que ça se passe bien. Et comment t'as fait? Pareil, t'étais cadré en mettant des heures, des objectifs, des choses. Est-ce que tu aurais une méthode à nous partager? Une méthode à vous partager. Ouais, j'en ai une. Alors je l'ai moins maintenant parce que mes enfants ne sont plus à la maison, mais tant que j'avais les enfants, du lundi matin au vendredi soir, je n'étais pas disponible pour ma vie perso. C'était clair. On s'est organisé quand j'ai déménagé, quand je suis arrivé à Levallois. J'ai dit, OK, je m'occupe des enfants. C'était facile, je les emmenais à l'école le matin. Il n'y a rien de compliqué. Ils prennent leur petit déj tout seul, tu as juste à les déposer à l'école. Mais je passais le quart d'heure ou la demi-heure avec eux que le matin. Le soir, j'étais là ou pas là et dîner sans moi, c'était pas grave. Mais par contre, du samedi matin, du vendredi soir au dimanche soir, j'étais 100% pour ma famille, qui est du boulot ou pas. Je fermais. Alors, je gérais les dossiers. Alors, c'est pas un exemple, hein, mais je bossais la nuit, vendredi, samedi, parce qu'il fallait le faire. Après, j'ai eu un de mes enfants qui a fait beaucoup de sport, donc je l'accompagnais, donc j'avais l'ordi avec moi en permanence. Et j'ai toujours essayé de scinder les choses et de bien séparer les choses. Avec du recul aujourd'hui, quand je vois le cabinet, quand je vois mes enfants, ça va. Je pense que le choix était le bon. Mais c'est pas simple quand même. Non, faut s'imposer à une hygiène de vie. En parallèle de ça, je fais du sport. On parlait de la course tout à l'heure, je cours 2 à 3 fois par semaine. C'est rentré dans mon agenda, ça. C'est calé. C'est le soir, le matin? C'est le matin. 6h30, 3 fois, je pars avec les baskets et je fais ça à côté du bureau, donc c'est facile parce que j'habite à côté du bureau. Tu cours une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure selon ce que tu fais. C'est important pour toi? Pour moi et mon environnement, ouais, je pense que c'est bien que je cours. Ça évite que je sois trop tendu apparemment, donc il y a besoin que je le fasse. Non, mais ça fait partie de l'hygiène de vie, clairement. Ouais. Donc il faut se donner un cadre. Il faut un vrai cadre. Je le disais tout à l'heure, il faut le rentrer dans le planning. Clairement, dans mon agenda, le mardi matin, j'arrive au bureau à 8h30, 9h moins le quart, parce que je vais aller courir avant. Et ils le savent au bureau. Donc, et j'ai rarement de rendez-vous à 9h le mardi et le jeudi. Mais pour les enfants, c'est pareil. C'est fixer un cadre de vie. Et, on l'a fixé. Et je pense qu'il n'était pas mauvais. Quand je vois mes enfants aujourd'hui où ils en sont, on a essayé de leur inculquer quelques valeurs en lesquelles on croit. Et quand je vois ce qu'ils font aujourd'hui, je suis plutôt satisfait, même fier. Hein, toi. Autant le diplôme, il n'y a pas de fierté. Autant sur l'éducation des enfants, il y a une vraie fierté. Ouais, ça, il faut leur faire écouter le podcast. Moi, je voudrais que tu me donnes un conseil pour ceux qui hésitent encore à s'engager dans ce parcours qui est quand même exigeant. Pourquoi ils devraient aller jusqu'au bout? Parce que tu le dis, hein, c'est du boulot. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup derrière? Alors, si je dis non, ça n'a aucun sens. Ouais, si, il faut aller. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des rares diplômes qui a encore un ascenseur social. Donc ça, c'est déjà une première chose qui est importante. La deuxième, quand on se lance dans des études, peu importe ce qu'on fait, et quand on se lance dans des projets, moi je pense qu'il faut toujours aller au bout. Et on mettra plus ou moins de temps selon les individus, mais ça c'est pas grave. Et par contre, aller au bout de ce qu'on souhaite faire, pour moi c'est hyper important. Et une fois qu'on a ce fameux diplôme, oui, on y passe du temps, oui, il y a des soirées compliquées, oui, il y a sûrement des moments où on a le moral à zéro. Mais je pense qu'on n'est pas tout seul, on peut en parler autour de soi, on peut en parler au boulot, on peut en parler avec son maître de stage. Enfin, on est vraiment accompagné. Donc, se lancer là-dedans en disant je verrai si je vais au bout. Non, si on le fait, on va au bout. On va au bout et c'est tellement important. Je l'ai vu sur moi et j'ai la chance d'avoir formé quelques stagiaires durant ma petite carrière. Il y en a 3 qui sont associés avec nous aujourd'hui sur le lot que j'ai, et il y en a d'autres qui sont partis ailleurs, dont certains qui ont des très belles places, donc j'ai dû participer un tout petit peu dans leur formation, mais le message que je leur ai passé, ce serait marrant de leur demander, mais allez au bout. Parce que de temps en temps, je les voyais monter dans mon bureau, et je les vois de temps en temps monter dans mon bureau, ah, c'est dur ce week-end, je suis obligé de... mais oublie, c'est pas grave. Ton week-end, t'en referas un autre une autre fois, et puis c'est pas gênant. Ce n'est qu'un week-end sur une longue vie, donc t'inquiète pas, t'as le temps. Et la vie après est tellement agréable, est tellement sympathique parce qu'on change de... On nous regarde autrement. Tu fais partie t'es expert comptable, t'es inscrit à l'ordre, machin, donc on te regarde complètement différemment. T'as une position et une posture qui fait que t'as un recul sur les choses. Tu vois tellement de dossiers et tellement de métiers différents que t'apprends encore de tout le monde. Et ça a une valeur inestimable pour nos clients. Leur faire partager tout ce qu'on découvre autour de nous. Non, franchement, si
Si les gens décident d'y aller, il faut aller au bout. Maintenant, pourquoi y aller? Il faut aimer les chiffres, peut-être un peu. J'ai un de mes meilleurs potes qui est commissaire aux comptes expert comptable. Il n'a pas fait un bac scientifique, il a fait un truc littéraire et il est brillant et commissaire aux comptes expert comptable, donc ça n'a rien à voir. Et non, c'est la relation client et l'analyse des chiffres qui est intéressante. Et là, Et c'est pas le fait que ce soit un métier dur, un diplôme exigeant, qui nous donne aussi cette capacité plus tard aussi. peut-être. Ouais, toi, tu dis, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux? Oui, parce qu'après, je Peut-être. me trouve, on a une certaine qualité de travail, on se donne. En exigeant. En exigeant, mais on nous oblige à l'être pendant le diplôme, donc ça, c'est très bien. On a sûrement des tocs. Mais oui, on est hyper exigeant et c'est aussi ce que les clients viennent chercher. Donc, ils viennent chercher de l'indépendance, ils viennent chercher de la technicité, de l'accompagnement fiable. C'est-à-dire, si on va au bout du diplôme. Après, quand on est diplômé, je me souviens à l'époque où j'avais eu mon diplôme, et on continue d'apprendre. Je ne sais pas si on en parlera après, mais on continue d'apprendre tout au long de notre carrière. Et en fait, on est vraiment bien quand on a 7 à 10 ans après le diplôme. Moi, c'est ce que j'ai vécu. J'étais vraiment à l'aise au bout de 7 à 10 ans parce que tu as tout le bagage technique, mais tu n'as pas encore rencontré beaucoup de cas de figure. Et en 10 ans de temps, tu en as vu plus qu'il n'en faut. Et là, tu as une vraie valeur pour les clients. Et alors c'est pas plaisir, mais satisfaction. Quelle satisfaction de conseiller ses clients et quand il t'envoie un petit message, tu passes un coup de fil. Merci, t'as été bon. Ça veut tout dire. Donc ça, c'est top, ça. C'est comme tu l'as dit, c'est une étape, ce diplôme. Après, hop, il y a une nouvelle, les côtés carrière où il faut vraiment mettre en place. Et après, c'est des moments de vie. Parlons de ton présent maintenant. Oula. Moi, j'ai une question. À quel moment tu as ressenti que tu avais réussi professionnellement, où tu t'es dit, putain, je suis quand même fier de moi de ce que j'ai fait? Est-ce que tu peux me partager ce moment marquant? Alors, je ne sais pas si on peut dire avoir réussi. Fier de ton parcours quand tu te regardes dans le rétro. Ouais, je veux dire que je suis ouais, je suis assez fier, ouais. Ouais, ouais, assez content de ce que j'ai fait. Quand je vois d'où je viens et où j'en suis arrivé, ouais, c'est pas mal, ouais. Mais quand est-ce que je me suis posé la question? Il y a quelques années, alors on va faire l'histoire des copains d'abord, les copains d'avant, mais quand j'ai regardé les potes avec qui j'étais au lycée et quand je vois pour certains où ils en sont aujourd'hui, où j'en suis, je me suis dit que je pouvais être fier de moi, ouais. Tu étais fier aussi quand on t'a nommé rapporteur ou quand tu as été vice-président, où tu dis, ah, c'est quand même waouh. Alors, la première réflexion, c'est fier. Ensuite, c'est waouh. Et après, tu dis oui, mais là, du boulot, donc il faut qu'on fasse attention quand même. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Non, non, tu te dis que c'est bien parce qu'on vient de chercher, clairement. Forcément que c'est bien. Mais c'est un instant de raison où tu te dis ça. Après, on te dit, tu prends ça, mais il y a du boulot. Et tu peux voir les congrès. On parlait de nombre d'heures du stage tout à l'heure. Le congrès de Lyon est en train de se préparer là, et on me demandait à moi, bah toi, qui l'as fait plusieurs fois, on passe combien de temps à préparer un congrès? Quand je leur ai donné les chiffres, on dit bon, ok, laisse tomber. Selon comment tu t'investis, entre 200 et 400 heures dans l'année, donc faut pouvoir les enquiller par rapport au reste, hein. Mais là, pour le coup, tu vois, les 3 congrès que j'ai fait, alors selon l'investissement que j'avais, parce que tu étais soit rapporteur, soit délégué, soit. Et en fait, tu travailles plus ou moins de manière conséquente en fonction du grade, entre guillemets, que tu as. Mais quand le congrès se termine, là, tu dis, ça s'est bien passé, c'était top. C'était top. Et le congrès, donc il y a eu Montpellier, il y a eu Paris, et il y a eu Paris, et Paris avec Sana et Fabrice. Quand on est sorti de là-dedans, mais quel bonheur. On avait fait un truc de dingue à ce moment-là. Montpellier, c'était pareil, c'était extraordinaire. Mais on a essayé de faire des choses différentes. Et ce qui est intéressant sur un congrès, c'est d'essayer de marquer par un sujet particulier. 2019, je pense qu'on a marqué parce qu'on a fait un truc hors norme. On était sur de l'informatique, on est passé que sur de l'humain, volontairement, avec le pianiste, avec 2-3 trucs. Là, ça, on sait que ça a marqué. Montpellier, il y a eu plein de sujets avec le paléontologue qui dit mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais en fait, c'est hyper intéressant. La discussion avec Fournel qui n'était pas forcément au top, mais tu te rends compte que là, on se demandait tout à l'heure, le diplôme peut faire des choses, mais tu te rends compte, tu arrives à discuter devant un peu de monde sur un sujet que tu sais connaître, et en l'occurrence que je connais, et tu dis ce mec-là, j'aurais jamais rencontré si j'avais pas fait ce métier-là. Donc c'est quand même des moments. Non, on a un beau métier, on apprend tous les jours, et on a la chance d'avoir du boulot. Est-ce que tu n'es pas plutôt fier de toi à chaque fois qu'on dit j'ai bien fait mon travail, j'étais jusqu'au bout plutôt?
Les deux. Les deux. Les deux, les deux. Les deux, c'est ce que je te disais, pour le diplôme, tu vas jusqu'au bout. C'est comme pour un dossier, il faut aller jusqu'au bout. Enfin, il faut toujours travailler. Mais moi, je sais que c'est mon mode de fonctionnement dans tout ce que je fais. De toute façon, si je prends un sujet, je vais le traiter jusqu'au bout, peu importe de quoi il s'agisse. Et je veux vraiment que tout soit traité du début jusqu'à la fin, selon mon souhait à moi et mes opinions à moi, en tenant compte de tout l'environnement. Mais et quand tu as fini, tu dis, c'est quand tu finis un... J'écris pas, mais si j'étais écrivain, tu fermes le bouquin, ça y est, c'est fait. C'est la même. C'est la même. Bon, donc maintenant tu gères le cabinet. Alors, on est plusieurs à le gérer, parce que la taille est un peu plus conséquente, donc on est plusieurs à le gérer. Derrière aussi, donc on t'a mis au Conseil national sur un nouveau projet. Et donc tu vas m'expliquer un petit peu comment tu arrives à organiser tout ça de manière efficace. Est-ce que tu fais 35 heures? Oui, mais je dois les faire en moins de 5 jours, je pense. Le problème des heures, et ça je le tiens de... J'ai toujours vu mes parents travailler, puisqu'ils étaient commerçants, charcutiers traiteurs, pour être transparent. Donc ils faisaient des journées, c'était 6 heures du matin, au mieux 20 heures. Donc on a toujours été habitués à voir nos parents travailler. Et c'est pas quelque chose qui m'a plus stressé que ça. Et là, donc, bah oui, on fait des journées un peu chargées, mais tant qu'on le fait et qu'on le fait, toi, ce que je vais traiter au niveau du Conseil national, c'est des sujets qui me passionnent et qui m'animent. Donc, on passera du temps, c'est pas grave. Tu le vois pas forcément comme un travail, mais plutôt du plaisir, au final? Non, alors, je le vois, c'est un travail, il y a du plaisir, mais c'est pas une contrainte. C'est quelque chose que j'ai la chance de pouvoir faire en plus. C'est plutôt comme ça que j'analyse. Et tous ces sujets-là, c'est comme organiser un congrès, c'est pareil. C'est des choses qu'on te permet de faire, auxquelles tu ne pensais pas que tu le ferais un jour. Mais il y a est-ce qu'il y a une reconnaissance? Je pense qu'il y en a une, donc ça, c'est plutôt agréable. Mais c'est surtout qu'on te permet de faire des choses que tu n'aurais jamais pu faire de ta vie si tu n'étais pas passé par là. Donc, ça revient un petit peu à ce que tu m'as dit au début. Tu aimes bien découvrir avec l'informatique, tu aimais bien aller voir. Ouais. C'est toujours avoir cette appétence d'aller chiner des nouvelles idées, des nouvelles... Exactement. J'ai regardé hier soir l'interview de Macron là, sur l'IA et je disais à mon épouse, tu vois, quand j'écoute ça, peu importe le discours, c'était pas le sujet. Ça me rappelle, tu as parlé toi de la période où j'étais élu président du comité de technologie au Conseil supérieur à l'époque. Je suis allé 3 fois au CES. CES, c'était pas du tout pour se promener, c'est juste pour voir ce qui se passe ailleurs et comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est fabuleux d'aller voir ce qui se passe. Ce qui a été annoncé hier soir, et ce qui va être annoncé, nous on l'a vu à l'époque avec Sana et Fabrice, qu'on l'avait fait une première fois ensemble. On l'a vu là-bas, et on l'a vu en 2019. Il y a un peu de décalage quand même, hein, entre ce qu'on découvre, c'est pas ce qu'on découvre, c'est ce dont on commence seulement à parler maintenant, c'est des sujets qu'on avait entendu parler nous là-bas. La médecine et tout ce qui est capable de faire l'IA pour la médecine, c'est phénoménal. Et c'est ça qui m'intéresse, tu as raison. C'est la curiosité de voir d'autres sujets, comment on peut travailler différemment. Et on a un métier besogneux, mais si on peut arrêter de faire des tâches chronophages que la machine peut faire à notre place, allons-y, bon sang, allons-y. Ça me fait poser une nouvelle question qui n'est pas prévue là. Tu préfères ton métier d'expert comptable quand tu as commencé en 94 ou plutôt ton métier maintenant? Avec l'IA qu'on va mettre dedans, les nouvelles demandes? Alors, traduit autrement, j'aimerais le démarrer maintenant. Tu prends plus plaisir maintenant qu'à l'époque? Ah ben, le plaisir est totalement différent. Parce que j'ai la chance d'avoir l'expérience que j'ai, parce que j'ai vu pas mal de choses et que l'évolution technologique fait qu'une partie du travail que je faisais à l'époque, il n'y a plus à le faire. Cette partie n'était peut-être pas agréable? C'était pas la plus sympathique, non. La tenue comptable, les rapprochements de banque, ce genre de choses qui n'ont aucun sens. Enfin, aucun sens. Il n'y a aucun plaisir à faire ça. Et donc, si on peut le faire par la machine, faisons-le. Et pourtant, tu vois, c'est souvent ça qu'on met en avant, que notre métier, l'expert comptable, c'est celui qui va faire tous les chiffres, faire dans les cases, et qu'on aime bien que ce soit tout propre. C'est fou. On n'a pas la chance d'être connu du grand public. Ce qui est un problème. On en parlait la semaine dernière à réunion du Conseil national. En fait, on a un problème, c'est qu'on n'a pas de série sur Netflix. Avocat, on sait ce que c'est. Médecin, on sait ce que c'est. Notaire, on sait ce que c'est. Expert comptable, les gens ne savent pas ce que c'est tant qu'ils n'ont pas créé leur entreprise, on n'en parle pas. Donc, et c'est ce qui fait une image à la con. Parce que quand tu regardes soit des séries autres ou les films TV, à chaque fois qu'on parle du comptable, c'est pas forcément le mec le plus fun. Donc, souvent, oui. Ce qui est l'inverse.
Je ne sais pas si c'est l'inverse, mais en tout cas, quand on vit dans les cabinets, quand on voit comment ça se passe, les lustrines, c'est fini. On est plutôt sur des outils qui avancent. On essaye d'avancer, on n'est pas les meilleurs, on essaye d'avancer sur tout ce qui est digitalisation. Donc, on est plutôt sur des sujets techno assez intéressants et les collabs sont contents d'être avec nous. Donc, et c'est pas pour ça que. Non, j'aimerais bien démarrer ma carrière aujourd'hui, mais avec tout ce que je sais. Donc, ça, c'est pas possible. Mais Dans une prochaine vie. exactement. Maintenant, j'aimerais avoir, pour toi, c'est quoi un expert comptable? En fait, à l'heure d'aujourd'hui, quel est l'archétype d'expert comptable pour toi, si tu devais te définir? Il faut être curieux des outils. Ça, c'est la première chose, parce qu'on a besoin de se faciliter la vie. Ça, c'est d'un point de vue interne. Faut aimer le management. Faut être bienveillant, sans tomber non plus dans l'empathie totale. Et après, d'un point de vue client, je pense qu'il faut être le copilote de nos entreprises clientes, parce qu'ils ont besoin de nous. On a besoin d'eux pour vivre, c'est pas le sujet, mais ils ont besoin de nous sur certains sujets. Et on répond peut-être pas à toutes les demandes qu'ils ont. Maintenant, avec les outils qu'on va avoir, avec la data qu'on va avoir demain, avec l'IA qu'on aura, je pense qu'on aura une façon de pouvoir réfléchir, et en tout cas d'avoir une base d'information suffisamment importante pour nous permettre de conseiller au mieux nos clients. Alors j'utilise le terme conseiller, c'est pas forcément le mieux, parce qu'on va arrêter de parler de conseil. Mais pour accompagner les entreprises, si on est capable de faire l'analyse de tout le portefeuille qu'on a, comparativement à d'autres données par ailleurs, on doit pouvoir accompagner le client. On le voit bien. Le point positif qu'on a vis-à-vis de nos clients, enfin c'est un que je mets en avant à chaque fois, c'est qu'on a la chance d'avoir X métiers et X clients, et on est capable d'avoir une vision, alors tronquée si on regarde que notre portefeuille client, mais si on en discute avec le cabinet, si on en discute qu'on prend les chiffres de la profession avec Image PME par exemple, tu as certaines infos, les clients nous demandent, là les rendez-vous de bilan vont commencer là. Alors, Monsieur Perrier, votre point de vue à vous, c'est quoi sur l'économie, sur machin, sur ceci? Si j'ai pas le recul que j'ai aujourd'hui, je ne sers à rien. Donc en fait, avoir ces informations, être capable de les concaténer, de faire quelque chose qui permet de dire à un client, écoutez, dans votre secteur d'activité, vous n'êtes pas le meilleur là cette année. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il faut qu'on regarde. Ou à l'inverse, vous êtes devant les autres, il faut peut-être qu'on traite le sujet parce que vous avez une marge qui n'est pas normale, machin. Et là, soit on rassure pas, mais en tout cas, on les aide à prendre la bonne décision s'il y a une décision à prendre. Maintenant, on va parler de ton futur. C'est quoi tes projets sur cette année 2025? Peinture, parquet, ça c'est pour l'appartement, c'est autre chose. Mes projets, alors professionnellement, c'est d'arriver à bien finaliser, si on peut l'appeler comme ça, la transition de portefeuille dont je parlais tout à l'heure, que j'ai transmis à 2 jeunes associés qui sont montés avec nous. De continuer d'accompagner un jeune c'est mon premier diplômé, qui est responsable du bureau de Caen chez nous aujourd'hui, qui me suit, entre guillemets, sur la partie techno. Donc c'est lui qui est censé reprendre après, donc c'est continuer à le faire monter avec moi. Et puis, arriver à répondre aux fameux grands projets qu'on a dans notre mandature, pour justement travailler sur... Il y a 2 choses si on arrive vraiment à les faire, c'est l'identité numérique, voir ce qu'on souhaite pour tous les confrères, faire un truc de dingue, et finaliser avec Bercy les 2-3 anicroches qui restent encore sur la facture électronique pour que ça se passe bien pour les clients. Il y a 2-3 trucs, c'est pas méchant, mais il faut arriver à les solutionner pour que ça se passe bien. Si on fait ça, l'année sera pas mal. Et maintenant, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu as commencé à anticiper ça? Ça fait partie d'un des projets de l'année, mais j'en parlerai pas de celui-là, pour se positionner dans 10 ans. Ouais, j'ai commencé à y réfléchir. Parce que tu l'as dit, on a un métier et je passe beaucoup de temps au bureau. Quand je dis bureau, c'est dans ma vie professionnelle. S'arrêter du jour au lendemain, je sais pas si je serais capable de le faire. En revanche, continuer la transition sur les jeunes associés du cabinet, anticiper une sortie d'ici 10 ans, oui, ça j'ai quelque chose qu'il faut que c'est déjà annoncé de toute façon. Alors, sauf s'ils me mettent dehors avant, on verra, mais ça c'est déjà annoncé. Et puis après, c'est de voir s'ils le souhaitent que je les accompagne un peu plus longtemps, ou s'il y a des choses à faire encore qui m'intéressent et que ma santé le permet de le faire, oui, continuer un peu, mais... Mais tu te vois pas arrêter, ça y est, je suis en retraite, moi c'est stop, il n'y a plus rien? A priori non, mais je me méfie aussi parce qu'il peut se passer tellement de choses sur les 10 ans qui viennent que... Arrêter tout brusquement, je sais pas. Tu vois, là déjà, j'ai transféré une partie de mon portefeuille clientèle, donc je suis déjà en mode ciseau. Donc tu lâches cette partie-là, tu continues à accompagner le cabinet sur le développement qu'on fait, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais ça, c'est des choses que je pourrais éventuellement continuer ou lâcher au fil de l'eau. Et puis après, ça peut être ça va être 1 an ou 2 ans, je pense, et puis après s'arrêter
A priori, définitivement, oui, je pense, ouais. On verra. Je m'entraîne, ça fait 2 ans que je commence le golf, dit-il. J'essaye de m'y mettre pour occuper mes journées après. Et tu y arrives, c'est bon? T'as un bon souvenir? Alors, comme m'a dit un prof, l'avantage avec vous, c'est qu'il y a une marge de progression intéressante. Donc, je prends des cours pour être très transparent. Et comme je veux y arriver, je vais en prendre jusqu'à ce que ça fonctionne. Puis on verra bien. T'as raison. Bon, pour finir l'interview, je voudrais te proposer de jouer au jeu Confession intime, où le but est que les auditeurs vous connaissent mieux. Alors, je vous propose une question, tu réponds par plus ou par moins. Est-ce que tu travailles plus ou moins de 50 heures par semaine? Plus. Est-ce que tu as plus ou moins de 10 amis proches? Plus. Largement. Est-ce que tu dors plus ou moins de 8 heures par nuit? Moins. Est-ce que tu prends plus ou moins de 5 semaines de vacances par an? Plus. Et est-ce que tu envisages de prendre ta retraite à plus ou moins de 65 ans? Plus. Pour rebondir sur la première question, peu importe le nombre d'heures que tu fais, quand tu t'amuses, c'est pas un problème. Eh ben, on gardera cette dernière réponse. Je te remercie. Je t'en prie, merci de l'interview. À bientôt. À très bientôt. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure, un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.